Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à un joli petit livre que je viens de recevoir, Lustria, le supplément consacré à la lustrie qui a un peu déboulé lors d'une newsletter, je me rappelle de Cubicle 7, où il y avait un teasing avec un homme lézard et on en a eu pour notre argent. Ça fait 1 an que le PDF est sorti, comme vous le voyez c'est un beau bébé, c'est un peu les gros suppléments, comme j'aime le dire. Il y a 3 types de suppléments chez Cubicle 7, il y a les petits, donc c'est Archive qui fait plus ou moins 100 pages, les standards qui vont de 110 à 140 pages pour la campagne impériale, et les méga gros comme Aldorf qui fait plus de 200 pages. Donc première chose, c'est vraiment un beau bébé. Je trouve que c'est vraiment chouette, j'adore l'illustration, c'est pour ça que j'ai pas pris la collector d'ailleurs. J'ai pris celle-là parce que je trouvais que l'illustration de base était beaucoup mieux. Donc sans commune mesure, c'est un bouquin que moi j'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu en PDF. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc je propose qu'ensemble on parcourt un petit peu les pages. Première chose qui est super, c'est la cartographie. Donc les petits points que vous voyez, les lignes sont en fait des notes de pouvoir. Dont on reviendra sur cette histoire, mais en gros c'est quelque chose qui est hérité des anciens et des slans dans le grand plan. On est vraiment très très loin des copier-coller, là c'est très très chouette. Donc une illustration pleine page d'un futur mort en sursis qui vient chercher gloire et fortune en lustrie. Et ensuite on vise dans le vif du sujet avec, quand je vous dis qu'on met les petits plats dans les grands dans celui-là, c'est de toute beauté. Il y a un vrai effort qui a été fait sur les illustrations, sur l'argent qui a été fait illustrateur, parce qu'il y en a un paquet quand même dans le bouquin. Et le premier chapitre, c'est vraiment un aperçu global du continent de l'Ustrie et ce que ça implique, mais dans une vision qui est très très parcellaire. Ensuite, on aura quelque chose de plus probant, ne vous inquiétez pas. Donc évidemment la carte, on rappelle que la lustrie, c'est un continent parodique de l'Amérique du Sud, qui a été dévoilé assez tard, notamment si je dis pas de bêtises. Alors je vais sûrement me faire foudroyer par les experts de Royal Battle, mais j'ai l'impression que ça a été un peu sorti du chapeau quand il y avait parce que je me rappelle, mon frère avait acheté la boîte à l'époque de Battle où il y avait la Brétonnie qui était passée en mode chevalier, donc on avait un peu foutu de côté le côté mousquetaire du roi, et en face il se retrouvait avec des hommes de lézards. Et donc ce qui se passe, c'est que la lustrie, c'est l'équivalent de l'Amérique du Sud, qui était un endroit très mystérieux, protégé, que peu de gens connaissaient, et suite en fait à la destruction et l'affaiblissement de certaines protections magiques, peu à peu les gens ont pu revenir lentement mais sûrement à cet endroit-là. C'est essentiellement des gens du Vieux Monde, des Norsques, et d'autres personnes, notamment, il y a une parodie de Marco Polo qui s'appelle Marco Colombo, qui est venue, et plus tard, une parodie d'Amerigo Vespucci. Donc on reste un peu toujours dans ce même délire. La présentation est très succincte, grosso modo c'est en 4 pages, on vous explique la topographie, la géographie, la jungle primordiale, les moustiques, toutes les saloperies que vous pouvez rencontrer, mais très vite. J'adore cette espèce de petit chocobo carnivore, je trouve ça assez génial. Et ensuite, un truc assez malin, on vous donne l'historique de la lustrie, mais du point de vue des humains et des elfes. Donc en fait, vous n'avez pas ces informations qui sont mélangées avec la mythologie, voire avec des racontards, et c'est très très succinct, assez chouette. Ensuite, on arrive toujours au professeur Weird, qui est un élément récurrent, donc je rappelle, c'est un érudit à Aldorf, qui est commissionné notamment pour écrire souvent des parchemins sur différents sujets. Et là, en l'occurrence, il essaie de répertorier toutes les tentatives qui ont été faites, qui ont réussi ou qui ont échoué, de débarquer en lustrie. Notamment, évidemment, le premier a été un Norsk, qui est une parodie d'Éric le Rouge, donc c'est l'Eriksson, je crois. Et les autres sont un peu plus foireuses, n'ont pas forcément bien marché, à l'exception des princes, à l'exception des marchands antiliens dont je parlais plus tôt. Et ensuite, on a sur la réalité, qui vous donne le point de vue du MJ, où on vous explique, grosso modo, ce que les gens savent, et ce que c'est vrai, ce que c'est faux. Ensuite, on a une belle timeline, donc une chronologie très très longue, qui vous décrit vraiment de l'arrivée des anciens, la création des hommes lézards, donc surtout des slans, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre en place le grand plan, la destruction des portes qui a amené le chaos, et qu'est-ce qui se passe depuis pour les hommes lézards, comment ils ont combattu, qu'est-ce qu'ils ont combattu, parce qu'il y a d'autres bestioles qui sont arrivées comme les Skaven, il n'y a pas que des sangs-chauds, il n'y a pas que des humains et des elfes qui ont tenté de venir. Vraiment un contenu très intéressant et très dense. Vous le retrouverez plus tard, sous la forme du point de vue des hommes lézards, mais en tout cas ça fait une belle entrée en matière. Ensuite on arrive vraiment au cœur du bouquin, l'incentive principal qui va motiver potentiellement vos joueurs et toutes les forces de l'Empire ou des gens qui sont plus ou moins intéressés par la lustrie, c'est les lieux de pouvoir. Donc les lieux de pouvoir sont un mélange de technologie et de magie, comme on peut l'imaginer, parce qu'en fait les slans sont directement les créatures des anciens. Et donc
ne font pas de distinction entre la magie divine, la magie profane et quelque part la technologie. Et ils vont puiser directement dans tout cet amalgame pour créer des choses absolument délirantes, comme le réseau géomantique que je vous ai montré sur la couverture, sur la page, sur la carte qui est après la couverture. Donc vous allez avoir une description succincte de différents lieux de pouvoir assez intéressants qui possèdent tous leurs propriétés spécifiques, éventuellement certains pouvoirs, et bien évidemment les gens qui peuvent y rôder. À chaque fois, pour vous motiver à aller voir tel ziggurat ou telle pyramide, on va vous donner des petits crochets d'aventure plutôt sympa. Je vais pas tous les citer, ça servira à rien. On a par exemple une parodie de la fontaine d'éternité, la fontaine de jouvence, qui est en fait une source de magie pure, et si vous la buvez, vous pouvez vous pouvez automatiquement gagner des sortilèges, comme une witch, avec des effets un peu bizarres évidemment. La rivière Amazon, donc ça va sans le dire, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Des lacs de piranha, la grande confluence, et notamment plein de petites choses assez chouettes. Notamment, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un explorateur qui est obsédé par les oiseaux, qui vit dans la grande confluence, et qui a créé une sorte de glider, donc d'aéroplane. Donc ça fait un peu penser, moi ça me fait beaucoup penser à la mer Zone, de Benoît Socal. Il y a plein de choses, il y a plein d'idées. Évidemment, le but, ça va être, il est sûr que vos joueurs vont être intéressés par découvrir la fontaine de jouvence, Eldorado. Faut faire attention parce que des fois, certaines des rumeurs en fait aboutissent sur des choses qui se finissent très, très très mal ou qui sont déjà en ruine en fait, il n'y a plus rien. Mais ça, ils peuvent pas le savoir avant de lancer leur découverte. Donc encore une fois, je trouve que c'est vraiment des illustrations tombées par terre. Ils ont vraiment fait un super boulot. Ensuite, on arrive à Skeggi. Donc Skeggi, c'est le seul enclave humain permanent qui est tenu depuis des années. Skeggi à la base, et évidemment, vous êtes deviné avec le nom, un enclave norsk, de maraudeurs norsk, qui tolère et qui accepte la présence d'autres humains ou d'autres races comme les nains pour faire leur business. On vous explique donc la longue et difficile vie qu'ont eu les Skeggi contre les hommes lézards, puisqu'en fait, au bout d'un moment, les hommes lézards ont essayé de les défoncer. Et ironiquement, le principe des Norsk, c'est qu'ils sont très très mauvais, enfin en général, ils sont très chaotiques, ils ont du mal à bosser ensemble, sauf quand ils se font attaquer. Donc en fait, le fait que les hommes lézards les attaquaient sans cesse, les ont renversés, et en fait que Skeggi tient toujours debout. Pour combien de temps, je ne sais pas. On vous explique un peu, toujours comme d'habitude, comment est régie la ville. Savoir que c'est un peu le dawa total. Il y a une reine, entre parenthèses, qui est en fait une adepte de Tsench, donc c'est une très puissante sorcière de Norsk, mais qui en fait est complètement folle. C'est-à-dire que Slaanesh lui a tellement donné une mutation qu'elle est schizophrénique et qu'elle n'arrive pas, elle parle à ses différentes personnalités, c'est un peu walou. Mais vous inquiétez pas, c'est pas la seule folle en lustrie. Donc la religion, on revient un petit peu sur ce qu'on avait vu dans le Sea of Claw, avec un descriptif de la vénération, grosso modo les aspects plus sympathique des divinités du chaos sous un autre aspect pour être adoré par les Norsk, et l'économie qui marche à la fois par l'afflux sans cesse de gens qui arrivent du vieux monde et qui ont des biens manufacturés à vendre pour échanger contre des biscuits, contre des éléments de première nécessité. On a une petite carte très sympatoche qui vous montre à peu près à quoi peut ressembler l'emplacement, sachant que le design est essentiellement de culture norsk, ce qui détonne pas mal avec la jungle notamment. Et il y a aussi des aspects, tous les aspects qui sont pas très glopes, avec l'esclavage notamment, et une justice plus ou moins expéditive. Et ensuite, on arrive sur après une description des différents quartiers, si on peut dire, de Skeggi, on arrive à ce qui rôde par-delà la ville. Il y a notamment des gens qui sont complètement fous, il y a des endroits où il y a toutes les épaves. Donc les gens fous, les skinkens, c'est des gens qui veulent se faire passer, qui adorent les hommes lézards, et donc qui se mettent des peaux de lézard sur la peau, et qui essaient de se faire accepter par leur dieu, mais ça marche pas trop. Il y a une mission myrmidienne notamment, qui est loin, et il y a d'autres emplacements, mais qui marchent moins bien, comme la ville des marécages, ou Port River, qui est plutôt destinée aux pirates. On arrive ensuite à la description d'une ziggurat en particulier, qui s'appelle Quetzal the Defiled, donc c'est Quetzal la souillée, qui est pas un chapitre que j'aime beaucoup, je vais pas mentir, je trouve que c'est même un peu débile. En gros, si vous voulez, c'est une ancienne ziggurat des hommes lézards qui a subi l'impact d'un météorite. Dans le météorite, il y avait un démon de Nurgle. Le démon de Nurgle s'est endormi et s'est posé, et il a attiré à lui des Skaven qui étaient de faction et qui sont baladés par ici. Sauf que le problème, c'est que, moi très honnêtement, donc il y a une description absolument
importante, on va dire, de la ziggourate et de ce qu'il y a dessous, ce qui vous donne un mini-donjon façon château Drakenfeld, hein, parce que c'est extrêmement violent, il y a plein de bestioles dégueulasses, il y a des saurus... Enfin, la poule, la piscine qui permet de générer les hommes lézards a été corrompue, donc il y a plein de bestioles, il y a des Nurglings, il y a des Skaven, voilà, est-ce que vous voulez vraiment... Ma vraie question, en fait, c'est est-ce que vous voulez jouer en Lustrie pour vous taper les mêmes adversaires que vous allez avoir, ou les mêmes intrigues et conflits que vous pouvez avoir dans le vieux monde? Je suis pas sûr. Bon, on reste sur des illustrations assez délirantes quand même, assez chouettes. Donc je rappelais, hein, c'est le Skrolk qui est le sidekick, grosso modo, du démon de Nurgle. Ensuite, beaucoup plus marrant, très très Warhammer, je me suis bien marré à le lire, la Côte Vampirique. Donc, la Côte Vampirique, c'est l'histoire d'un type, hein, un vampire qui s'appelle Arkon, qui a échoué en Lustrie, un peu sans faire exprès. Il est très très vieux, très très ancien, et il a décidé de conquérir toute la Lustrie. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Et au bout d'un moment, il s'est heurté aux Slann, qui ont fini par réagir à son armée, s'adapter à son armée de morts-vivants, et qui l'ont arrêté. Et quand il s'est réveillé dans son domaine, il s'est aperçu qu'il avait plus de pouvoir de magie. Donc en fait, il pouvait plus contrôler les vents, il pouvait plus faire de nécromancie, il pouvait plus rien faire, quoi. Et en plus, il était à moitié fou. Donc, ce qui se passe, c'est il se cache dans son château, en faisant croire qu'il a encore des puissants sortilèges, alors qu'il peut rien faire, et c'est ses intendants qui dirigent un peu tout. Donc c'est très très comique. Bon, en plus, il a une personnalité complètement loufoque. Ça, j'aime bien, c'est une petite référence, je pense, si vous voyez pas forcément en couleur, mais c'est un crâne avec un chapeau rouge et un corbeau dans le derrière. Et ça, je pense que c'est une référence au Chuck dans Monkey Island, le jeu vidéo. Et donc le petit Arkon, ce qu'il s'est dit, c'est que moi je vais créer mon empire. Donc il a créé une parodie de l'empire humain du Reichland chez lui. Donc il y a à chaque fois il s'est arrangé pour kidnapper des gens, enfin tous les gens qui allaient s'échouer sur les rives, il les a kidnappés, il les gardait en vie comme garde-manger, mais aussi pour faire son propre royaume. Donc en fait il y a des gens complètement atterrés qui sont là depuis 3-4 générations, qui gèrent des auberges où de jour il n'y a personne, et de nuit il y a des ghouls, il y a des vampires qui arrivent. C'est absolument très très marrant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, Luther Arkon dont je parlais, il a des personnalités différentes selon le moment où vous le trouvez, vous jetez un dé. Bon, forcément il a des stats de Porky, mais c'est vraiment super marrant, c'est un chouette petit... moi j'ai vrai bouffé d'air frais, très instantanément, enfin vraiment le plus Warhammeresque des chapitres dans ce bouquin. Donc la Brainwife, c'est une sirène qui a été trahie plus ou moins par Arkon, et qui est à la fois son allié et son antagoniste, que vous pouvez plus ou moins utiliser si vous le souhaitez. En fait, elle dirige une des îles autour de la côte vampirique. Pardon. On arrive à la citadelle du Crépuscule, qui est en fait l'une des deux citadelles jumelles elfiques qui appartient donc aux elfes, tout au bout au Cap Horn, pour aller vite, où on vous explique comment, un peu le principe des colonies, les colonies d'Ultan, des Asrai, je crois, et comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils protègent à la fois des elfes noirs et des forces du chaos, tous les éléments. Donc on vous décrit bien tous les récifs et les petites îles qui peuvent poroter autour. Et assez rigolo. Donc c'est aussi l'occasion de mettre un peu l'arsenal et des éléments, disons, plus de jeu sur les hauts elfes. Et on a notamment, chose assez incroyable, 2 sorts de miracles dédiés au dieu de la mer des elfes. Donc si vous jamais jouez un prêtre, dieu de la mer, un des prêtres elfiques, vous pouvez avoir de petits sorts. Il y a un sort supplémentaire du Lord des Ombres. Et on vous explique un petit peu comment est-ce qu'ils interagissent aussi avec les explorateurs, et d'autres descriptions des colonies elfiques. Et là, ça j'aime beaucoup. Il y a une carte qui a été écrite par un humain, forcément les elfes font un peu la gueule, qui a essayé de recenser un petit peu partout où il y avait des colonies elfiques, avec une petite carte du monde assez chouette. Et de l'autre côté, donc on a parlé de la Fortress of Dusk, donc du crépuscule, et il y a la Fortress of Dawn, qui est la forteresse de l'aube, qui est un peu en opposition avec l'autre. Et vous voyez que le gars qui dirige tout ça est en bisbille avec la commandante de l'autre forteresse, parce qu'elle aimerait bien avoir sa place. Donc il y a aussi moyen un petit peu de faire toutes sortes de petites choses. Il y a aussi la quête de l'amulette de Sunfire, qui est une amulette magique qui a été donnée par la déesse des elfes qui a été perdue, que potentiellement les joueurs pourraient aider à retrouver, qui sait. Il y a plein de petites choses, et on finit par... un gros billisme à l'étapelure avec l'équipement, ainsi que notamment les montures ailées des elfes, et si vous êtes vraiment taquin, les tempêtes des typhons faits de Warpstone. Donc il y a des typhons de Malpierre qui arrivent du sud en fait de l'Antarctique et qui peuvent tout détruire sur leur passage. On y va très méchamment. Et on a une petite description d'un corsaire elfe noir aussi, qui est assez succincte. On espère qu'il y aura plus de matos plus tard, mais j'ai l'impression que les elfes noirs, ils ne savent pas trop de se mouiller encore.
On sait que dans le futur, il y aura probablement un supplément sur Naggaroth, mais c'est pas encore le cas. Gros chapitre, encore une fois, les temples cités et Tlaxclan. Les temples cités sont toutes mises ici, vous les retrouvez aussi dans la carte du début du jeu. C'est en fait les principaux endroits où vivent les hommes lézards. Il y en a qui sont encore en vie, on va dire, habités, et d'autres complètement détruites. Le gros pitch en fait, du bouquin, c'est que les hommes lézards, suite à la destruction des portes et la disparition des anciens, ont perdu beaucoup leur superbe, et ils sont pas complètement ils sont pas complètement en train de mourir, mais en tout cas, ils ont perdu du terrain. Donc on vous décrit très rapidement 3 petites villes, avec qui la dirige et le saint patron, parce qu'ils ont tous ils vénèrent des dieux différents qui sont des Old Ones, en fait, donc des anciens. Et ensuite, les cités, disons, en ruine, quelques-unes. Donc c'est très succinct, encore une fois, c'est juste pour vous donner une coloration, parce que ce qu'ils font, ce qui est assez malin, c'est qu'après ils disent, en fait, on va vous donner la structure des temples cités, comment elles sont faites, comme ça, vous pouvez un peu la modifier à votre aise, donc on vous explique, qu'il y a toujours les temples des anciens, les temples de Sotek. Donc Sotek, c'est le dieu des lézards, le dieu de la vengeance, qui a créé une sorte de culte sanguinaire et ce qui fait qu'il y a des sacrifices, en fait, comme dans l'Empire Maya. Les barrios, qui sont les endroits tout autour, vraiment, où vivent les skinks, notamment. Et ensuite, on vous décrit Tlaxclan, qui est la principale ville, qui est la plus, je crois, qui est la plus à l'ouest, et qui est encore active. Et alors là, c'est la totale. Vous avez vraiment tout de A à Z, avec son histoire, son administration, donc forcément c'est un slan qui est tout en haut, comment elle est défendue, c'est-à-dire les protections, il y a un paquet de défenses, il ne faut pas oublier, c'est que c'est quand même des gars qui ont des défenses absolument débiles, qui les protègent contre Archon, les forces du chaos et tutti quanti, en plus des slans. Et ça, je trouve magnifique. Ils ont fait une carte simili Amérique mésopotamienne, et je trouve que c'est vraiment chouette, quoi, avec à chaque fois tous les petits éléments que vous pouvez trouver et des descriptions plutôt imagées, en fait, avec des morceaux de prophétie ou des morceaux d'écriture sainte des hommes serpents. Et ensuite, une description cas par cas des grands endroits de la ville. Donc, il y a vraiment à boire et à manger, c'est super. Et enfin, on arrive toujours un peu le système qu'ils ont incarné, qu'ils ont piqué à la 3e édition des Némésis/Alliés, où on vous décrit un PNJ assez important, à savoir, ça c'est un des grands prêtres, c'est l'assistant du maître Slan de la ville, qui est je vais y arriver, un skink, que vous pouvez avoir, qui est à même de communiquer, intéressé par les sangs chauds. Donc ça peut être une bonne opportunité. Ensuite, on arrive vraiment sur un chapitre qui est particulier, qui vous permet, qui est pas vraiment un bestiaire, mais qui est là pour vous donner une description ethnologique et, disons, en termes de jeu mécanique, des hommes serpents. Illustration qui est assez géniale, où il y a un gars qui s'apprête à être jeté en sacrifice à Sotek dans la fosse aux serpents. Donc là, tout va vous être expliqué sur l'histoire et l'historique des hommes lézards, à savoir les anciens, qui ils étaient et qu'est-ce qu'il en reste. Spoiler, pas grand-chose. Super page de 2 pages, super double page, façon dessinée d'explorateur du vieux monde, qui décrivent à chaque fois les différents dieux qui existent. Donc le Panthéon, forcément, qui est à la fois composé de Old Ones et de Sotek, qui est le dieu, donc vrai, qui lui est vraiment un dieu lézard. Ensuite, on arrive aux Slans, qui sont vraiment des gros crapauds extrêmement puissants qui peuvent manier la magie sur tous les éléments. On vous explique bien évidemment que vous n'êtes pas censé les jouer, ça n'a aucun sens. On vous donne les différentes générations qui existent, sachant que les premières générations n'existent plus, en fait, c'était ceux qui communiquaient directement avec les anciens. Ils n'existent plus, les autres existent, mais sont très... en fait, sont dans la contemplation des étoiles, de la couche géomantique. Ils font très peu de choses. Par contre, ils sont extrêmement puissants. C'est juste débile, quoi. Ça n'a aucun sens, je trouve, de les faire jouer vraiment. Même ils vous le disent, vous les rencontrerez jamais. Donc il n'y a pas vraiment de sens. Mais bon, le dieu, comme disait quelqu'un, si vous mettez des stats dessus, quelqu'un cherchera à le buter. Donc je suppose que c'est la logique derrière. J'en sais rien. Je comprends pas trop. Avec des règles spéciales, parce qu'en plus ils ont une pléthore d'éléments pour les protéger. Ils ont des espèces d'animaux totems. Enfin voilà, c'est un peu le truc. Et on arrive. Qu'est-ce que je vois ? Un chapitre sur la haute magie. On a tout un élément sur l'explication de la haute magie. Et oui, parce que les Slans ont appris aux elfes la haute magie. Et donc, on vous explique les règles de la haute magie, à savoir, donc je rappelle, c'est cette magie qui permet d'utiliser tous les vents de magie ensemble, donc comme magie pure. Comment la caster,
quel est le talent qu'il faut pour l'avoir. Alors bien sûr, ça c'est pas con, c'est qu'ils ont... Enfin, c'est un peu chafouin aussi. Ils vous disent comment ça marche pour les elfes, parce que vous n'allez jamais jouer un Slann, hein, mais peut-être que vous allez jouer un elfe. Et donc peut-être que vous aurez accès un jour à la haute magie, et peut-être, enfin j'en sais rien. Donc c'est des petits malins, parce qu'ils se disent, bah si tu veux la haute magie, faut que tu achètes le bouquin sur la lustrie. Et ouais. Donc on a quelques sorts qui vous montrent en fait le niveau de grobilisme. En gros, il y en a un par exemple, c'est vous soignez quelqu'un, bon vous lui faites peur, et si vous faites un SL de plus 6, donc il faut avoir plus 6 sur son DR, son degré de réussite, vous pouvez soigner ses blessures critiques. Vous pouvez lui faire repousser des bras, quoi. Voilà, on est là, bon. Sinon je passe, hein, mais il y a drainer la magie, il y a faire des tremblements de terre, il y a... Et pour les Slann, c'est encore mieux, puisque eux, ils peuvent carrément se téléporter ou envoyer de l'énergie sur les lignes géomantiques, ou détruire des villes. Voilà, tant qu'on y est, hein, autant y aller comme des bourrins. On arrive ensuite aux hommes lézards vraiment, donc à savoir les skinks, et les skinks, les saurus et les coalts. Donc on vous explique comment les jouer, encore une fois. En gros, ce que je vous expliquais, c'est qu'ils sont là pour rétablir l'ordre, vaincre le chaos, vaincre les Skaven, mais d'un autre côté... ils se sentent un peu tout mou, ils savent pas trop comment procéder, le grand plan des anciens a été laissé de côté. On commence par les skinks qui sont la seule race jouable, qui est rendue jouable en tout cas dans les règles qu'on a. Donc les skinks, je rappelle, c'est des ouvriers, c'est des prêtres, c'est un peu ceux qui font tout, et ils sont tout petits, c'est les plus à même en fait d'interagir avec les joueurs simplement. On vous dit voilà, la table pour les créer, et on vous donne un exemple de skin qui est un grand prêtre de Sotek. Ensuite, on arrive donc il y a les caméléons skins qui peuvent se déguiser, et les saurus. Donc les saurus sont un peu les gros guerriers costauds qui sont là, moi voix me tue. À chaque fois, on vous explique leur rôle dans la société et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, avec encore une fois un exemple de PNJ. Hop. Les croxigores qui sont un peu les ouvriers, les gros ouvriers en BTP de la région, qui cognent et qui tuent, très très violents. Et ensuite les koals, qui sont peut-être les plus exotiques et les plus impressionnants, qui sont les grands serpents ailés façon Quetzalcoatl, et qui peuvent être des montures des fois de certains hommes lézards. Et c'est à peu près tout ce qu'on va avoir. Encore une fois, il y a une couche sur leurs croyances, sur comment ça se passe dans tous les jours, qu'est-ce qu'ils font pour la culture, qu'est-ce qu'ils font pour se divertir. Et enfin, on arrive à une bonne vieille table de création de personnages. Seuls les skinks peuvent être créés. Ce que je comprends, c'est un choix. C'est-à-dire je pense que Cubicle 7 est parti du principe que vous allez jouer des groupes qui mélangent des skinks, des hommes lézards et des humains. Et donc si vous mettez des saurus, ils seront là que pour la baston, ils serviront à rien d'autre, parce qu'ils sont pas assez intelligents, et bon, les coalts, les croxigores et les coalts, ouais, je comprends. Mais c'est vrai que ça aurait pu être cool de dire, tiens, je vais faire une campagne uniquement basée autour des hommes lézards. Mais bon, après, je pense qu'ils ont des choix à faire, et le nombre de pages est limité, puisqu'on est déjà sur 200 pages. Et là, on est encore sur la création de perso des skinks. Enfin, on arrive sur un chapitre qui est très très fun, qui est le bestiaire. Donc, ils ont fait un peu façon vieille plaque dans les vieux bouquins d'histoire, si vous aviez ça, où on avait des plaques entières de dessins qui faisaient toute une page, et à côté, vous avez la description vous disant, numéro 1 c'est ça, numéro 2 c'est 3. Donc c'est que des saloperies, des trucs ignobles. Il y a un nouveau trait, en plus de Grimm, que vous connaissez dans le zoo impérial, c'est Flammable, qui, comme son nom l'indique, fait que si vous tapez, vous touchez la plante avec des flammes, ça vous explose à la gueule, quoi, simplement. On a plusieurs éléments, bien évidemment. On va avoir la flore, la fonge, ils sont toutes horribles, tous là pour vous buter, des invertébrés. Donc j'espère que vous aimez les mille pattes, j'espère que vous aimez les araignées. Et c'est un paquet, hein, c'est vraiment, il y a quand même une quinzaine de pages. Les grenouilles, parce que il y a des reptiles qui sont pas tous intelligents. Les mammifères, après on arrive sur les gros, donc il y a vraiment des dinosaures, les stégosaures, les salamandres. Tout est fait pour vous donner envie de courir très très vite. On retrouve le bon vieux stégadon du zoo impérial. Et c'est vraiment, il y a de quoi faire avec, effectivement, certains des lézards sont utilisés comme artillerie si vous connaissez un peu Battle, ils sont utilisés par artillerie par les hommes lézards, donc c'est extrêmement violent. Et le Dread Saurian, qui est le pire de toutes les créatures imaginables, avec 200 points de vie. Vous allez bien vous marrer. Et on n'oublie pas nos amis les orques, qui sont aussi dans le coin, ils n'ont pas réussi tous les génocidés. Le problème, c'est qu'en plus, la chaleur ambiante les rend encore plus stupides. Donc on n'a que des orques sauvages, avec un petit peu de magie à eux. Les orques sauvages sont aussi réintroduits dans Tribes and Tribulation, dont j'essaierai de parler. Comme je disais, je ne vais pas le commenter parce que c'est un PDF, et j'ai pas envie de partager un PDF en ligne, je trouve que c'est pas terrible. Mais ils sont décrits plus en longueur dans Tribes and Tribulation.
Et c'est déjà pas mal. Alors si vous voulez faire une table de rencontres aléatoires, je vous déconseille de tomber sur le Dread Sorian, c'est quand même sur ça. Mais voilà, on va éviter. En plus, il faut lancer 2 jets successifs. Donc c'est assez ultra violent. Et on finit par les maladies. Il y en a plein de maladies dégueulasses. Mention spéciale à la maladie de Last of Us. Et le Fungal Takeover, où c'est un champignon qui prend le contrôle de votre cerveau. Et c'est déjà pas mal. Et ensuite, on arrive enfin sur la dernière partie, disons plutôt du bouquin, qui est consacrée vraiment en termes de guide du joueur, avec comment faire une campagne en lustrie, simplement. Donc on vous donne un peu des idées d'organisation de groupes de joueurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, est-ce qu'ils sont appelés, comment est-ce que vous vous débarquez, est-ce que vous êtes appelé par les anciens, est-ce que vous avez une sorte de symbole mystique, est-ce que c'est juste que votre navire a été échoué, c'est vous qui choisissez, et ensuite vous pouvez définir par exemple l'habitat principal dans lequel vous voulez jouer, est-ce que ça sera la jungle, les montagnes, un peu comme des plateaux, ou plutôt des marécages. Donc voilà, il y a tout un... Et ensuite, on vous repropose, comme d'hab, une table pour tirer les cartes de vos personnages, s'ils font vraiment une seule campagne, présentement là-bas. Et ensuite, on arrive aux bien-aimées carrières supplémentaires, comme d'habitude. L'interprète, très très chouette illustration au passage. L'oracle, alors ça c'est très funky. L'oracle, c'est un prêtre des anciens. En gros, c'est quelqu'un qui a entendu des voix, qui s'est dirigé en lustrie, et qui, petit à petit, en fait, si vous regardez son arbre de compétences, il gagne en hauteur, enfin, quand il arrive dans les carrières supérieures, il gagne la possibilité de faire de la magie, simplement. Donc voilà, pouf, 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 c'est comme ça. Ça, c'est chouette. Mention très rigolote. Le serpent, le serpent poignet, c'est une référence à Saint Patrick. Je rappelle que c'est des Irlandais qui ont fait le bouquin. Et Saint Patrick est connu pour avoir des trucs. Il n'y a pas de serpent en Irlande, techniquement, parce que Saint Patrick les aurait tous tués. Je pense que c'est un peu la référence. Le survivaliste, qui est une grosse parodie de Rambo, si vous regardez, il y a même le petit bandeau rouge, qui vous permet un peu de vous balader, de survivre simplement. Et enfin, mon préféré, le Trailblazer, donc celui qui ouvre la voie, si on peut dire, les grands explorateurs, les Christophe Colombo et compagnie. Moitié arrogant, moitié explorateur, c'est très très chouette, un super concept je trouve. Et ensuite, on vous donne les petites règles pour faire votre itinéraire au travers de la jungle, comment se préparer, qu'est-ce que vous pouvez faire une fois dans la forêt pour survivre, les différentes endeavors, donc les passe-temps que vous pouvez faire entre les rencontres, et bien sûr une bonne vieille table des rencontres. Autre chose, forcément, l'exploration des temples cités, qui est très importante, avec quel type de cité vous allez tomber, est-ce qu'elle est habitée, est-ce qu'elle est en ruine, est-ce qu'il y a des monstres ou pas. Le pillage de temples, parce que l'exploration c'est bien, mais rapporter des sous c'est aussi bien. Et comment ce que vous pouvez faire en fait entre les expéditions. Il y a notamment des règles et des idées pour construire des colonies, avec des ressources. Donc là, on vient complètement dans un autre genre de jeu, je pense, mais pourquoi pas. Hein. Comment créer des fortifications, comment protéger votre ville, qu'est-ce qui peut vous attaquer, quel type de ville c'est. Et des événements qui vont bien avec. Il y en a un petit paquet. Forcément, les colonies, souvent, ça se finit très très mal. Des nouvelles endeavors, donc comme je parlais, entre les aventures, donc par exemple, fabriquer un bateau ou essayer de rentrer en communion avec les anciens si vous êtes un oracle, par exemple. Et bien sûr, préparer une expédition. Et enfin, qui est l'aspect peut-être le seul aspect vraiment que je trouve hyper décevant du bouquin, c'est les aventures, les scénarios. Les scénarios, voilà, vous avez 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages avec jeu sympa, et à chaque fois, vous avez une demi-page de scénar. Et je suis là en train de me dire, mais attends, vous me proposez un nouveau setting, que vous remplissez de lieux à visiter, de choses à faire, il y a tous les PNJ, il y a tous les monstres, il y a plein de lieux différents, bigarrés et colorés, et vous m'offrez ça à la fin, moi ça le fait pas. En fait, je me dis, dans ma tête, ce que j'aurais voulu, c'est un scénario d'introduction, comme il y avait dans Warhammer 2. Dans Warhammer 2, à chaque fois que vous achetez un bouquin, il y avait un petit scénar. Là, j'aurais voulu plutôt qu'avoir des pages éparses, même un scénar de 5 pages, ça m'aurait suffi, mais pas des accroches, quoi. Parce que là, c'est vraiment... Alors, c'est pas qu'elles sont mauvaises, mais c'est vraiment hyper succinct. On a l'impression que c'est des trucs qui sont faits sur un coin de table. Et moi, je trouve ça extrêmement décevant, surtout pour l'ampleur de l'Ustrie, qui est quand même... c'est vous déporter sur un continent différent, quoi. Et on vous offre... quelques petites pistes. Et on espère que le reste, vous le ferez en générant des campagnes ou en faisant tout le reste par vous-même. Pourquoi pas, c'est un choix que je trouve assez dubitatif. La légende veut que c'est parce qu'ils sont en train de créer une campagne qui se finira en lustrie. Pourquoi pas. Mais bon, voilà, je me serais un peu attendu à mieux. Et on finit par la même carte que précédemment. Hop là, je ne sais pas très mon mur. Qui, cette fois, n'a pas les liens de connexion, en fait,
de la tapisserie géomantique. Donc voilà, vous l'aurez compris, Lustris, c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu la première fois en PDF, je l'ai beaucoup encore aimé en feuilletant mon ouvrage. Il n'y a pas énormément de choses à dire en soi, à part tout ce que je vous ai dit. En gros, pour moi, c'est un must-have, vous devez l'acheter, à moins que vous n'ayez à moins que vous n'ayez pas envie de vous balader hors du vieux monde, donc du continent européen. Je peux comprendre. Mais si vous êtes collectionneur, si vous avez envie de soutenir la gamme, si vous aimez lire les bouquins simplement de Warhammer, c'est un excellent investissement, vraiment. Je peux pas vous dire achetez-le pour les règles de magie, de haute magie, ce serait débile, mais le boulot qui a été fourni, l'ambition derrière, et le fait que Games Workshop ait donné son feu vert, fait que c'est vraiment un bouquin qu'il faut soutenir, qu'il faut backer, parce que ça ouvre la voie, ça donne le go à KBQ7 pour se dire, ah bah oui, on peut continuer là-dedans. Parce que leur grande idée, je sais pas si c'est vrai, mais c'est qu'ils font majoritairement leurs bouquins selon ce que veulent les joueurs. Et moi, c'est clairement des bouquins comme ça que je veux, plutôt des Archives of Empire, ou encore retracer sans arrêt un peu l'Empire. Je comprends la logique de faire quelque chose au niveau du Reichland très simple, et c'est pas mal autour de Burstrice qu'ils ont fait pour faire un cadre de campagne, un cadre de jeu, mais moi j'aime beaucoup ces choses ambitieuses qui n'ont pas été, surtout c'est des choses qui n'étaient pas forcément là dans la V1 et la V2. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, il y aura peut-être une V5, un jour, quand ils vont perdre les droits, j'en sais rien, enfin normalement c'est dans 3-4, ils ont encore les droits pour 3-4 ans, ils viennent de signer, donc ça va aller, mais c'est clair que ce genre de bouquin-là, c'est ce qui fait, c'est là où je peux dire, Warhammer 4, ils ont fait des choses différemment, ils offrent des choses différentes. Et je sais que le futur, donc parce qu'il y a eu la Dublin, il y a eu la Comic Con à Dublin ce week-end. Il y a une longue interview des deux gérants, en fait, du directeur créatif et du PDG de KBK7, et il disait en fait que parce que comme vous le savez, il y a Old World RPG qui a été annoncé, donc un jeu de rôle qui va se baser dans le nouveau setting de Warhammer, de Warhammer le jeu de figue, quoi. Et beaucoup de gens faisaient la gueule parce qu'ils se disent attendez, vous nous ressortez un nouveau jeu, vous laissez crever Warhammer 4 parce qu'en gros nous c'est un peu la famine en fait, il n'y a pas eu beaucoup de suppléments ces 8 derniers mois. Et qu'est-ce qui se passe quoi? Et donc ils rassuraient en disant que de toute façon leurs propres collaborateurs, quand ils ont entendu la déclaration comme quoi The Old World allait sortir, ils ont eu peur. Donc tout de suite ils les ont rassurés en disant non vous inquiétez pas, il y a des choses qui sont dans le pipe. Et un truc assez chouette aussi, c'est qu'ils vont... Donc Old World sera son propre truc, on sait pas encore, sera potentiellement du D6, je sais pas. Je pense que c'est juste un cash-in ou c'est un truc que Games Workshop leur a demandé de faire, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont dit un truc assez cool, c'est qu'ils sont... si vous suivez un peu Imperium Maledictum, qui est le pendant 40 000 de Warhammer V4, ils ont un système, ils ont dit ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'on sort un bouquin, on va pas sortir un bouquin, on va en sortir 2. Et l'idée c'est de dire on va faire un bouquin pour les joueurs, avec des carrières, avec du stuff, avec machin, et on va faire un bouquin pour les MJ, avec de l'histoire, avec du background, avec des ennemis, et que sais-je. Et ils ont dit, en fait, le prochain il y avait un bouquin qui va sortir prochainement sur les nains, et sur les hauts elfes, il ne sera pas 2 bouquins, ça sera 4 bouquins, en fait. Donc ils vont prendre le même système, avec nain joueur, nain MJ, elfe joueur, elfe MJ, ce qui pour ma poche va être extrêmement douloureux, mais je trouve que c'est un bon système en fait, parce que ça permet vraiment de se dire ok, est-ce que j'ai des joueurs à ma table, ils veulent jouer des elfes, ils achètent le bouquin des elfes, ou j'achète le bouquin des elfes, mais j'ai pas besoin d'acheter le fluff à côté, quoi. Et ça c'est vraiment cool, et Symbaroum fait un peu aussi la même chose avec la version donjon, où en gros ils disent il y a un bouquin, avant dans les bouquins de campagne, il y avait une partie sur l'historique du monde. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont dit non, on va faire un bouquin historique du monde, et on va faire un bouquin campagne. Et donc comme ça, il y a 2 fois plus de contenu sur la campagne. Donc en fait, il y a 4 bouquins, non, il y a 3 bouquins, il y en aura 6. Et c'est pareil au niveau du fluff, tout est réuni au même endroit. Donc c'est cool, ça augure des bonnes choses pour Warhammer V4, je suis content. Et il n'y a aucune nouvelle sur le bouquin des rôdeurs. Je sais pas ce qui se passe. Il devait sortir il y a quasiment 1 an maintenant. Non, je suis méchant, 9 mois. Par contre, il disait que le bouquin de Marienbourg, donc ils vont refaire Marienbourg va à volo en V4, et que derrière, ils ont réussi à recruter l'auteur original de la V1.
Donc c'est super parce que le gars va forcément... je sais qu'il s'était un peu foutu sur... Enfin, il y avait un gros bisbille avec Graham Davis qui était un gros contributeur de la V1, V2 et de la V3, qui refuse de bosser avec eux. Donc je sais pas comment ils ont réussi à avoir le mec de Marienbourg, parce que je suppose qu'ils sont tous potes. En tout cas, c'est super. Pour nous, c'est super. Et moi, j'ai très hâte de lire ça, parce que j'ai jamais lu Marienbourg, en fait, va à follow, donc ça va être une belle occasion. Je pense que c'est déjà pas mal, donc je vais m'arrêter là, encore une fois. Donc Lustria, tout thumbs up, comme dirait, 2 pouces en l'air, comme dirait Roger Herbert à l'époque. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Allez, salut!